Le droit d'urbanisme, une composante de l'aménagement spatial et environnemental. Tout d'abord, la notion de droit d'urbanisme. Le droit d'urbanisme est une branche du droit public. C'est clair, on l'a déjà vu, ça ne peut pas venir du citoyen. C'est vraiment le droit public qui organise les relations entre l'État et le citoyen, parce que ça concerne euh, tout ce qui est construit, et ça ne peut pas être quelque chose d'individuel, parce que ce qu'on construit est quelque chose qui fonctionne avec d'autres éléments construits au niveau de la ville. Donc les différents bâtiments entre eux communiquent entre eux à travers les voies, les réseaux, etc. Et qui est devenu peu à peu une science de l'aménagement, parce que quelque part, on doit les organiser tous ensemble dans cet espace-là. Le droit de l'urbanisme a pour mission de déterminer et d'encadrer les possibilités d'utiliser le sol. C'est-à-dire qu'il va nous permettre de cadrer ce que je peux, ce que je ne peux pas faire, en autorisant ou en interdisant tel aménagement ou telle construction dans un lieu donné, sur un site plus ou moins résidentiel. On ne peut pas construire d'infrastructures industrielles. Par contre, si on veut construire une maison, là, oui, c'est autorisé. Donc ça va un peu nous dire ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait par des autorisations et des interdictions. Il constitue une limitation du droit de la propriété à des fins d'intérêt général. Ça peut paraître bizarre quand on limite le droit de la propriété qui est consacré par la Constitution, mais en même temps, quand j'ai une propriété, j'ai le droit d'y faire ce que je veux, mais l'intérêt général l'emporte toujours, c'est-à-dire que si dans un quartier où tout le monde a construit un rez-de-chaussée ou un rez-de-chaussée plus un étage, et c'est typiquement résidentiel, je ne peux pas venir moi construire 100 étages, euh, priver les gens de soleil et ramener un immeuble avec une grande affluence, avec beaucoup de gens qui vont venir, alors que c'est un quartier paisible, résidentiel. Donc c'est vrai que je peux faire ce que je veux, mais dans la limite de ne pas empiéter sur l'intérêt général. Alors les principes. Bien sûr, le principe ici peut être entendu comme composante essentielle et structurante du droit d'urbanisme. Ça veut dire qu'on va prendre un peu le fondement du droit d'urbanisme et tout en sachant qu'il ne peut pas exister de discipline juridique sans des principes qui l'organisent. Donc là, on parle des principes du droit d'urbanisme. Et petit avertissement, le terme principe ici est utilisé dans son sens le plus simple. Car en droit, il peut avoir différentes connotations. Principe fondamental, directeur, nous, c'est vraiment le principe basique, c'est le fondement, c'est l'élément de base, sans aller dans le jargon juridique pointu. Alors on a une sorte de balance, où d'un côté on a l'intérêt général, ordre public, salubrité, ordonnancement de la ville, structuration de la ville, son organisation, la hiérarchie de la voirie, ses constructions. Et l'autre côté, on a la liberté ou la propriété. Et les deux sont dans une balance que doit prendre en charge le droit d'urbanisme. Mais en même temps, s'il y a un choix à faire, ce serait plutôt l'intérêt général qui l'emporterait sur l'intérêt individuel. Par exemple, si une autoroute doit passer au sein d'un quartier et qu'elle doit passer sur une parcelle de terrain qui appartient à quelqu'un, eh ben, on pourrait aller jusqu'à l'exproprier de cette parcelle, le faire sortir de cette parcelle pour l'utiliser pour l'intérêt général, bien sûr en l'indemnisant. Alors l'évolution des principes, on n'est pas resté à ce premier principe, le droit d'urbanisme ayant évolué d'un aspect purement police, règlement, loi, contrainte, vers un aspect aménagement, consacré par l'intervention des collectivités, par des mesures très opérationnelles, par des projets concrets, notamment avec l'usage des outils et instruments d'urbanisme. Les deux principes précédents de l'intérêt général et de la liberté restent valides, avec cependant un certain nombre de détails qui viennent au fur et à mesure et donnent une meilleure lisibilité des principes du droit d'urbanisme et qui sont, premièrement, l'utilité publique ou l'intérêt général, qui est dominant. Et cette utilité publique, ce qu'on vient de dire maintenant, si on considère que un site ou un projet est d'utilité publique, ça veut dire qu'il n'y a plus d'intérêt individuel qui joue. Et dès qu'on va faire un projet d'utilité publique, eh ben c'est lui qui l'emporte sur l'intérêt individuel. Deuxièmement, le zonage, ou ce qu'on peut appeler les affectations dominantes, à ne pas confondre avec zoning, zoning qui vient du mouvement moderne, qui a un découpage avec des monoactivités, une zone pour résider, une zone pour travailler, une zone pour circuler, une zone pour se récréer. Non, non, là c'est le zonage, c'est vraiment ce caractère est plutôt un quartier à caractère culturel, universitaire. Ce quartier est beaucoup plus industriel, ce quartier est plus un quartier d'affaires, ce quartier est plus résidentiel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire autre chose que du résidentiel, mais que c'est l'activité dominante et c'est un peu l'usage qui est fait aujourd'hui dans le domaine du droit d'urbanisme.
La généralité du permis de construire du PC, ou constructibilité limitée, je ne peux pas construire ce que je veux, je dois toujours demander l'autorisation. Et si je dépasse un peu ce qui est autorisé, ben on ne m'accordera pas ce fameux permis de construire. Non-indemnisation des servitudes d'urbanisme. S'il y a une autoroute qui passe, les parcelles par lesquelles passe l'autoroute, les gens sont indemnisés, il n'y a pas de souci. Mais si on laisse à gauche et à droite de cette autoroute des zones de servitude, des zones de protection qui ne seront pas construites, eh ben leurs propriétaires ne seront pas expropriés, ne seront pas non plus dédommagés. Décentralisation, aujourd'hui, les instruments d'urbanisme sont gérés au niveau des collectivités locales et pas du tout au niveau central, sauf pour euh, peut-être les grands schémas d'aménagement du territoire, mais pour les instruments d'urbanisme, c'est vraiment au niveau local, au niveau des collectivités territoriales. Et enfin, un principe qui est devenu aujourd'hui un fondamental du droit d'urbanisme, c'est le développement durable, qui est depuis de nombreuses années un élément clé de l'urbanisme. Donc, dans un État démocratique, quels sont les pouvoirs qui sont là? Et puis on va voir le rapport avec l'urbanisme au fil des cours suivants ou des vidéos suivantes. Tout d'abord, quelles sont les formes du pouvoir de l'État? Il y a un pouvoir législatif, celui qui légifère, qui sort les lois. Il y a un pouvoir exécutif, celui qui exécute, qui fait des actions. Et le garant de tout ça, c'est le pouvoir judiciaire, celui qui va être le garant que tout se passe correctement. Commençons par le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, c'est le Parlement. Et ce Parlement va sortir un certain nombre de textes de loi. Le Parlement, c'est l'Assemblée populaire nationale, ce qu'on appelle aussi la Chambre basse. C'est un certain nombre de députés qui sont élus par le peuple et qui le représentent, et c'est eux qui sont censés sortir les lois. Puis on a une deuxième chambre, la Chambre haute, c'est le Conseil de la Nation, ou le Sénat, et il est constitué d'un tiers de personnes nommées par le président de la République, et les deux autres tiers sont élus parmi les élus. De quels élus? Les élus des wilayas et des communes. Et ces deux chambres sont ce qu'on appelle le pouvoir législatif. Puis on a le pouvoir exécutif. Ceux qui exécutent, c'est le Conseil des ministres. Comme on est dans un régime présidentiel, donc là on a le président de la République avec le gouvernement. Le Conseil de ministres est présidé par le président de la République. La réunion du gouvernement est présidée par le Premier ministre, mais le Conseil des ministres, qui est présidé par le président de la République, constitue le pouvoir exécutif qui, lui, va agir. Il ne va pas légiférer. Il va faire des projets, il va réaliser un certain nombre de choses, il va réaliser un certain nombre d'éléments rentrant dans la politique de l'État. Peut-être on va faire du logement social. Pourquoi? Parce que dans les textes, on dit que l'État prend en charge le logement social, donc c'est à l'État de le prendre en charge. Comment? Eh bien, à travers les actions du gouvernement. Enfin, on a le pouvoir judiciaire, qui est garant de l'application des lois et de la rigueur et du maintien de l'ordre, qui est composé principalement des juges et des magistrats. Et c'est là où on est censé avoir une certaine indépendance de ce pouvoir judiciaire pour que les deux autres puissent travailler de manière harmonieuse et cohérente. Voici un peu les trois formes du pouvoir. Maintenant, est-ce que l'État s'organise uniquement par un gouvernement, par un certain nombre de ministères? Oui, mais il faudrait que le pouvoir soit présent au niveau local, au niveau de toutes les portions du territoire national. Et là, on a trois formes un peu qui, chacune cherche à organiser, à structurer l'État à travers tout le territoire. Nous avons la décentralisation, la déconcentration et les établissements publics. On va les voir un à un. Premièrement, la décentralisation. La décentralisation, c'est un transfert des pouvoirs de l'État central, ça veut dire du gouvernement ou de l'État central, on transfère un certain nombre de pouvoirs vers des autorités dotées d'une certaine autonomie. On le transfère à des entités ou des autorités plus petites, à un niveau local, dotées d'une autonomie. Elle est liée au découpage territorial, c'est un élément clé de la décentralisation, et est liée à la notion de collectivité locale territoriale. Donc les 58 wilayas, en Algérie nous avons 48 plus les 10 nouvelles wilayas, 1541 communes, et le principe de la décentralisation, c'est le rapprochement du pouvoir aux citoyens, c'est-à-dire que si la décentralisation est poussée, le citoyen n'a pas besoin de se déplacer vers la capitale du pays,
toutes ces affaires administratives, commerciales, etc., il peut les faire à son niveau local de là où il est sur le territoire national. Et est entre les mains d'assemblées élues avec des fonctionnaires commis de l'État. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de la commune, ce principe est largement consacré. La commune est gérée par des élus qui sont élus par les citoyens de la commune. Mais au niveau de la wilaya, il y a une assemblée élue qui est l'Assemblée populaire de wilaya. Mais pour l'instant, la décentralisation euh, n'est pas encore arrivée à bout, puisque le wali possède encore des pouvoirs importants au niveau de la wilaya. Et ce n'est pas toujours les élus qui ont le pouvoir principal. Mais au niveau de la commune, oui, cette décentralisation est consacrée depuis de nombreuses années. La déconcentration. Euh, L'administration, en général, est d'abord présente au niveau central et on a besoin de la présence de l'administration au niveau local. Donc c'est une mise en place d'autorités administratives d'échelle locale, gérées par des agents de l'État fortement liés au pouvoir central. C'est une sorte de dispersion de l'administration, de sa répartition géographique pour qu'elle soit présente un peu localement, un peu partout. Il n'y a pas de pouvoir qui est transféré à ces administrations. Plutôt, il y a une sorte de les localiser un peu partout pour que l'État puisse être présent partout et être un peu proche. C'est une subordination hiérarchique très forte. Ces entités locales sont très proches du pouvoir central. Bien sûr, c'est lié au découpage administratif. On ne va pas faire un autre découpage. Euh, c'est les 48 plus 10 wilayas. Pourquoi on a mis 48 plus 10 alors que juste avant, dans la décentralisation, on avait mis 58? Parce que pour l'instant, les 48 wilayas ont leur direction de wilaya, mais les 10 nouvelles wilayas sont en train d'organiser un peu leur direction. Mais d'ici très rapidement, ce sera le cas. On a 54 circonscriptions administratives, 44 qui sont censées devenir des wilayas dans le futur, 44 nouvelles wilayas, potentiellement des wilayas, et 10 circonscriptions au niveau de la wilaya d'Alger. Et enfin, on a 525 daïras, c'est des subdivisions, et les 1541 communes, divers services de l'État. La déconcentration, c'est plutôt le rapprochement de l'administration avec ses administrés. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends le cas de l'état civil est mis au niveau des communes pour que une personne ne puisse pas se déplacer jusqu'au ministère de l'Intérieur pour amener son extrait de naissance. Ce service-là est rapproché au niveau de l'administré le plus proche de lui, le niveau communal. Est entre les mains d'administrateurs, d'administration publique avec des fonctionnaires commis de l'État, ce ne sont pas des élus. L'exemple le plus connu, c'est les directions de wilaya, direction de la santé par exemple dans cette photo. Les établissements publics. C'est une mise en place d'établissements publics dotés d'autonomie pour des raisons d'intérêt général et peut avoir son propre découpage, c'est-à-dire que les établissements publics de niveau national ou de niveau wilayal ou autre peuvent avoir un découpage qui est propre, qui n'est pas systématiquement celui des circonscriptions ou des communes. Mais en général, c'est les grands découpages administratifs qui sont suivis. Il peut y avoir des activités à caractère commercial, mais pourquoi on met en place ces établissements publics? C'est la première vocation, c'est pas le gain financier. C'est plutôt des établissements publics à caractère administratif EPA ou établissements publics à caractère industriel et commercial, et peuvent être sous tutelle de l'État central ou des collectivités. Et la première vocation, c'est un peu le service public. Si je prends l'exemple des deux EPIC de la wilaya d'Alger, Netcom ou Extranet, qui sont des entreprises de nettoyage, de collecte d'ordures ménagères, qui sont là pour faire une prestation de service public, pour enlever les ordures ménagères. Et ces établissements publics sont plus là pour le service public que pour le gain financier. Enfin, un dernier point, c'est les schémas d'aménagement que nous avons et qui sont hiérarchisés. La dimension aménagement ayant pris de l'importance, aujourd'hui on a plusieurs outils et instruments qui ont été mis en place. Et la différence entre eux, c'est l'échelle, la portée, les modes de mise en œuvre, les impacts. On a au niveau national le schéma national d'aménagement du territoire, on a un schéma d'échelle régionale, le 7, un schéma d'échelle wilayale ou un plan d'échelle wilayale, un schéma d'échelle communale ou plusieurs communes, c'est le PTO, et enfin le POS qui est le plus petit instrument d'urbanisme de détail. Voilà, et merci pour votre attention.